Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Myriam Bat Sarah. La question de Gershon. Comment ça se fait que le peuple juif soit autour de 15 millions sur Terre et qu'on est sûr de détenir la vérité absolue et que les goïms, en tout, on dit 8 milliards d'habitants et que sur 8 milliards, il n'y en a pas qui se sont... Pas beaucoup qui croient en la Torah. Ouais. Même les juifs, il n'y en a pas tellement assez en tout cas. D'accord, si c'était une région de vérité, tout le monde devrait la reconnaître. Réponse, il faut comprendre que ce monde-là est un monde où le roi du monde, celui qui règne dans le monde, c'est le mal. Hachem a laissé sa présence dans ce monde-là, et un petit peuple qui difficilement et bizarrement arrive à survivre, c'est le peuple d'Israël qui possède la vérité. Le monde, c'est du mal. Preuve en est l'antisémitisme irrationnel qu'ont beaucoup de peuples. Pourquoi ils ont une haine pareille du peuple juif? C'est partout, de tous les temps. C'est pas normal. C'est une preuve qu'il y a ici quelque chose de bizarre, qu'il y a un côté vérité, un côté mensonge. Et il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité. Il faut comprendre cette donnée-là. Je vais donner une preuve scientifique à cela. Enfin, une preuve. En tout cas, un nouveau regard. Jusqu'en 1965, donc il y a 53 ans, le monde scientifique entier, et le monde entier, vu que les scientifiques pensaient ainsi, croyait en la théorie grecque du monde éternel. C'est-à-dire le monde a toujours existé. Truc bizarre. T'as un monde, t'as une terre, t'as un soleil, une lune qui sont là depuis toujours. Mais avant, bah non, depuis toujours. Très bizarre. En 1965, deux employés de la compagnie de téléphone anglaise Bell, Penzias et Wilson, ont reçu plus tard le prix Nobel de sciences pour cela. Ils sont en train de mettre leur antenne pour recevoir les messages téléphoniques et il y a un bruit qui passe, un psh, qui dérange. Et ils commencent à comprendre que ça vient de tous les côtés. Et en fait, ils ont capté l'onde du Big Bang. Un Big Bang, ça fait un bruit, ça fait un Bing Bang. Bing Bang, d'accord, boum, énorme. Ça laisse une trace dans l'espace. Et cette trace, ils l'ont captée. Et de là, ils ont déduit le Big Bang, la véracité. Aujourd'hui, le monde scientifique entier, sans exception aucune, reconnaît la véracité du Big Bang. Ça veut dire, il n'y avait rien, tout d'un coup, il y a eu. Comment ça se fait? Il n'y a rien, tout d'un coup, il y a. Quand j'étais jeune, on avait près à l'école la génération spontanée. D'accord? Les gens qui croyaient que tu avais une petite marque, comme ça, sans rien, une sac d'eau, tout d'un coup, tac, des tétards qui poussaient tout seuls. La science a dit, c'est impossible. Il n'y a rien qui peut arriver sans qu'il y ait une cause qui a fait. Donc là, comment ça se fait qu'il n'y a rien, et tout à coup, il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? On regarde qui nous sommes. On est quand même assez performants. Comment j'explique ça? Ils n'expliquent pas. Voilà, ils disent, c'est clair, maintenant. Le minimum de la logique dit, s'il y a tout à coup quelque chose qui apparaît d'extrêmement complexe, c'est extrêmement complexe. Les champs statistiques pour arriver à un monde tel qu'on l'a aujourd'hui, ils sont presque impossibles, c'est de l'ordre de 1 sur des milliards, etc. Donc il y a forcément un créateur. Ouh là là, ça c'est déjà plus scientifique. Ça devient déjà philosophique. Il y a au moins une moitié qui disent, ok, on reconnaît. T'as une chance sur deux, on va dire. On va dire peut-être c'est une grenouille qui a créé tout ça, je sais pas. Ou Dieu, d'accord? T'as une chance sur deux que c'est pas la grenouille. Il faudrait qu'il y ait la moitié des scientifiques qui disent c'est Dieu. Mais reconnaître qu'il y a Dieu, c'est impossible pour eux. Impossible. Impossible. Pourquoi? Comme a dit un très grand écrivain américain, Aldous Huxley, pour moi il est clair, au moins il était franc ce type-là, il a dit, pour moi il est clair que ma révolte contre toute notion de divinité est pour me permettre une sexualité libre. Je vais m'éclater tranquille. Je vais aller en boîte, je couche avec ma voisine, avec la femme de mon copain, qu'on me laisse tranquille. S'il y a un Dieu, je fais un rachat. S'il n'y a pas un Dieu, je suis le fruit d'une rencontre dans deux enzymes il y a 300 millions d'années, qu'adonnez-moi, je suis beau gosse, alors profitons-en, voilà. C'est exactement comme ça. C'est la vérité, ça n'intéresse pas. Au contraire, les gens ont une haine de la vérité, ils ont peur de ça. Pour un scientifique, c'est compréhensible parce qu'ils ont un esprit rationnel et ils ne veulent pas rentrer dans des trucs comme ça, ils disent que c'est la science, mais pour un mec lambda, c'est moins... Ok, alors que lambda, qu'on comprenne que si on dit maintenant qu'il y a un Big Bang, il y a un créateur.
Qu'est-ce qu'il fait? Laisse Big Bang, Am Israël, qu'après 3000, 2500 ans d'exil, on revienne sur nos terres. Il y a des civilisations entières qui croient en un créateur, mais pas en notre créateur à nous. Qui croit en quoi? Les Les bouddhistes, c'est des idolâtres. Tu parles d'un créateur unique ou à des forces divines. Oui, bien sûr, les gens ont des besoins spirituels. Les gens ont besoin ils ont des besoins spirituels aussi, donc ils vont y mettre, mais qui cherchent la vérité. Mais peut-être que eux, genre, ils n'ont pas vu la vérité dans notre. Ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché. On est la seule religion au monde, qui peut prouver qu'elle est vraie. La seule. Tous les autres n'ont aucune preuve. Tu as le mirage du Coran, tu as les bêtises de la chrétienté, tu n'as rien qui vaut wallo, rien, pas une. Moi je dis, donnez-moi une preuve, je me convertis à cette religion qui me donne une preuve, une solide, je me convertis, je fais des séminaires pour eux. Non, c'est pas une blague. On n'est pas des menteurs. Il n'y en a pas, zéro. Wallo. Les seules preuves qu'il y a dans le Coran, c'est plagiat, c'est des copies de la Torah. Mohammed, il l'a pris chez, comment il s'appelait? Walak, là-bas, d'accord, hein, je sais pas, Walak. Il a pris là-bas chez un juif, et il a pris, et hop, et il a copié. Voilà. J'ai une question, parce que si on regarde le fromage, etc., comment on peut expliquer les théories? Moi, c'est une question que je m'étais posée quand j'étais au Talmud Torah il y a très longtemps. Par exemple, l'époque préhistorique. L'Homo sapiens, des grottes, tout ce qu'on a retrouvé qui n'a rien à voir. Parler des dinosaures, de tout ça. Comment on peut expliquer ces découvertes scientifiques qui ne sont pas écrites dans la Torah? Attends, pas besoin que tout soit écrit dans la Torah. La question, elle est quoi? La question, elle est plus précise. On découvre aujourd'hui des ossements, des vestiges archéologiques datant d'il y a 300 millions d'années, on va dire, 500 millions d'années. D'accord? La Torah dit que le monde est là 5778 ans et 3 mois. C'est ça la question? J'ai fait 4 cours sur le sujet qui s'appelle l'âge du monde. Et quand on parle rapidement, ça vaut la peine d'aller voir ces cours. J'ai beaucoup mieux expliqué, mais je donne une réponse rapide. Tu habites Toulouse. Il y a beaucoup d'avions là-bas à Toulouse, des Airbus, tout ça. Et tu vois un Airbus qui passe au-dessus de ta tête. Et dans l'Airbus, tu vois une hôtesse qui verse un café avec toi, tes jumelles, comme ça. Tu vois une hôtesse qui est en train de verser un café à un des passagers. À quelle vitesse passe le café? Il fait 900 km à l'heure. Hein? Avion de ligne, en vitesse de croisière normale, 900 km à l'heure. Maintenant, tu es dans l'avion, et on pose la même question. L'hôtesse, à quelle vitesse elle te verse le café dans le verre? 1 km à l'heure. Si elle verse le café à 10 km à l'heure, ça fait pfff dans ta figure. Elle se fait renvoyer. La question se pose, alors je ne comprends pas, le café, il se balade à 1 km à l'heure ou à 900 km à l'heure? Réponse? Tout dépend du référentiel. Quand tu es à Toulouse, par terre, tu regardes l'avion passer, 900 km. Quand tu es dans l'avion, 1 km. Tout le monde comprend ça. On appelle ça la relativité mécanique. Nous tous maintenant sommes en train de voler environ à 2000 km à l'heure. La Terre, elle tourne à 2000 km à l'heure. Mais on est ensemble, on n'a pas l'air d'être dans un avion à 2000 km à l'heure, parce qu'on est tous ensemble. De l'extérieur, quelqu'un sur la Lune nous regarde maintenant, il nous voit bouger à 2000 km à l'heure. Facile à comprendre. Einstein dévoile que ce qui est vrai en relativité mécanique est aussi vrai au niveau du temps. Nous croyons que le temps est une chose qui est linéaire, qui ne change jamais. Une minute, c'est une minute, une seconde, c'est une seconde. Partout où que tu ailles, le temps reste le temps. Lui dit non, il y a l'espace-temps. Le temps est tributaire de l'espace. Quand tu vas changer des données matérielles de l'espace, telles que champ de gravité, telles que vitesse dans l'espace, de déplacement dans l'espace, ça va influer sur le temps. Un point tel que son élève Longjumeau donne l'exemple suivant. Il dit, admettons qu'on est maintenant 2 frères jumeaux. Les 2 ont 20 ans aujourd'hui, leur anniversaire, et un demande comme cadeau une Gemara Bava Metzia, l'autre demande de faire un tour dans l'espace en navette spatiale.
Et on accorde le cadeau aux deux. On donne Baba Metzia, l'autre il va faire son tour en navette spatiale. Maintenant, la navette spatiale, elle va extrêmement rapidement dans l'espace. C'est théorique, parce qu'aujourd'hui, aucune navette spatiale peut aller à cette vitesse. Et il va à une vitesse qui voisine celle de la lumière, très rapide. On va dire la lumière fait 300 000 km à la seconde, il fait du 200 000 km à la seconde. D'accord? On est dans la navette spatiale, super content. Et il fait un voyage de 24 heures. Après 24 heures, quel âge il a? 20 ans et un jour. N'est-ce pas? L'onge humain, et donc Einstein, son maître, prétendent, sur Terre, en attendant, sont passés 1000 ans. Son frère, jumeau déjà enterré, mort, ils avaient reçu une montre Rolex pour leur anniversaire, en plus de la Baba Messa et de la navette spatiale, bah celle du frérot, elle est rouillée sous terre. Je comprends pas. Les deux montres là, une montre qui a 24 heures qui est passée, l'autre déjà 1000 ans sont passés. Einstein dit oui, parce que quand tu te déplaces à une vitesse voisine de la lumière, alors le temps, il y a une dilatation du temps. Chaque seconde chez toi a l'air d'une seconde, mais dans l'autre référentiel qui est sur Terre, cette seconde, ça peut être une année, 10 ans, ça peut être 100 ans. D'accord? Donc on voit ici une notion tout à fait nouvelle pour nous, que le temps est une chose qui est relative. Par exemple, il y a dans l'espace ce qu'on appelle des trous noirs. Qu'est-ce qu'un trou noir? On ne sait pas très bien, mais la théorie la plus en vogue actuelle, elle est que ce sont des étoiles tellement grosses. Vous savez que si je prends maintenant, donne-moi un objet. Merci. Je prends ce verre, je lâche, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Pourquoi il tombe? C'est quoi la gravité? Qu'est-ce qui provoque la gravité? Une force, c'est vrai. Une des 4 forces de l'univers, la masse. Ça veut dire, quand j'ai une masse de matière, il y a une loi comme ça, on ne sait pas pourquoi, elle attire vers elle. Plus la masse est grosse, plus elle attire. Moins elle est grosse, moins elle attire. Sur la Lune, les gens qui sont lourds, 150 kg sur Terre, il va se poser sur la Lune, il pèse poids plume. Il fait un petit saut dans les airs, tac, comme ça, tout léger comme une plume. Quelqu'un d'extrêmement maigre ici, il va aller sur Jupiter, il pèse 1000 kg. Pourquoi? Parce que Jupiter est beaucoup plus grand que la Terre. Plus la masse elle est grande, plus elle attire vers elle. Maintenant, quand j'ai un soleil super incandescent, j'ai beaucoup de matière ensemble, c'est une chaleur énorme. Quand j'ai la matière qui est condensée ensemble, ça crée de la chaleur. Vu qu'il y a beaucoup de matière ensemble, il y a une force de gravité extrêmement forte qui attire ensemble toute la matière, donc ça crée de la chaleur. Quand on prend de la matière et on la compresse, ça crée de la chaleur. Dans tous vos moteurs de voiture, alors tu as une partie comme ça, la croyeur de piston, d'accord, il va comprimer la chaleur, et il va comprimer l'air. L'air avec le comprimé arrive une chaleur très très haute, et là, hein? Non. Non. C'est l'injecteur. Là, il y a une injection, une injection d'essence avec l'air chaud, ça crée une explosion et le piston il part en arrière et donne un coup de vol et il fait tourner la roue. D'accord? Dans un moteur, on peut arriver à 4000, 5000 explosions tours par minute. On voit que lorsqu'on compresse donc l'air, ça crée une chaleur qui amène une explosion. Avec un peu d'essence, ça peut exploser. Si je prends un peu d'essence, je le mets dans l'air, ça ne va rien faire. Donc on voit que le fait de compresser amène une très grande chaleur. Ces étoiles-là, il y a des étoiles qui sont tellement grosses qu'elles attirent vers elles, elles sont immenses, d'accord? Elles attirent vers elles toute la matière. Et donc, ce sont des soleils incandescents. Quand on regarde, c'est tout noir. Pourquoi? Parce que leur force de gravité est tellement grosse que même les photons, c'est donc les particules de lumière qui veulent sortir du soleil, quand un soleil part, ça crée une grande lumière. Les photons, ils sont happés en retour par la force de gravité de cette étoile. Tellement elle est grande, elle est énorme. Sur des centaines de millions d'années-lumière autour, ça avale tout. Tout ce qu'il y a, tout ce qui passe est avalé, c'est attiré. Maintenant, tu regardes ça dans le télescope, tu vois un trou noir. C'est un soleil incandescent, mais toi, toute la lumière, elle est happée, donc c'est un trou noir. Les scientifiques pensent que dans ces trous noirs, la gravité est tellement forte que le temps s'arrête. Je parlais à un grand astrophysicien un temps, il m'a dit, ne me demande pas ce que ça veut dire, le temps s'arrête. Donc on ne voit pas une chose par le temps s'arrête. Le temps s'arrête quoi, le temps s'arrête? Il ne peut pas s'arrêter le temps. En tout cas, du point de vue scientifique, c'est comme ça. Donc nous apprenons maintenant que le temps est une chose qui est fluide, une chose qui est relative aux notions d'espace telles que
centre de gravitation, déplacement de vitesse dans l'espace. Maintenant, on nous parle de la création. La création, au début, il n'y a rien. Tout à coup, il y a une petite boule qui contient toute la matière du monde. Elle est minuscule, elle contient toute la matière du monde. Donc elle pèse le monde entier, quelque part, et elle a une chaleur de centaines de milliards de degrés, parce que toute la matière dans une petite boule comme ça, c'est... Et de façon anormale, parce que quand tu as beaucoup de matière ensemble, donc la gravité fait que ça reste ensemble, tout à coup, ça éclate. Ce qu'appelle la Torah, appelle Yehi Or, qui est lumière. Et tout à coup, une explosion de lumière énorme. Maintenant, toi, tu travailles au journal Science et Vie, d'accord? T'envoies avec une équipe de journalistes scientifiques dans une machine qui remonte le monde, voir la création en live. Ce qui n'est pas trop dur à faire. Hein. Aujourd'hui, nous voyons le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. J'ai déjà raconté ça. Que lorsque je me gratte ici le nez, quelqu'un est sur la Lune et me regarde maintenant. Donc combien de temps il va recevoir le message lumineux que j'ai envoyé? Parce que la lumière, le néon, il envoie des photons sur mon nez. Le photon rebondit et part vers la Lune. Quelqu'un maintenant me regarde, tout coup, il voit le photon, il me voit en train de me gratter le nez. Combien de temps ça prend que le message lumineux du photon part depuis mon nez jusqu'à la Lune? 1 seconde. 300 000 km. Pour arriver au Soleil, ça prend 8 minutes. Si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, maintenant, pendant 8 minutes, il y aura encore de la lumière. Du coup, tac, il va faire environ 8 minutes de décalage. Une des étoiles les plus proches que nous avons de la Terre se trouve environ, on va dire, à 3300 années-lumière. D'accord? Donc la lumière doit se balader pendant 3330 ans pour être précis. D'accord? Il regarde maintenant que je vous parle. Il est sur une étoile toute proche d'ici, avec son télescope. Il regarde maintenant, il regarde ici, la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu devant la mer Rouge qui dit « Sésame, ouvre-toi ». Et il voit Pharaon qui le poursuit derrière. Là, en live. Parce que la lumière, cette scène-là, les photons qui sont partis de cette lumière, d'accord, de cette scène-là, pendant 3300 ans, ils sont baladés dans l'espace, et maintenant, ils arrivent sur cette planète, il peut le voir. Nous pouvons voir, grâce à nos télescopes, jusqu'à 10 milliards d'années. Donc, nous voyons le monde tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Que je regarde maintenant, je prends mon télescope, je regarde très très loin, je vois maintenant le monde, l'endroit où je regarde maintenant, la lumière qui arrive maintenant à mes yeux, elle a quitté cette étoile que je suis en train de regarder il y a 10 milliards d'années. Donc je le vois tel qu'il était comme ça. Donc on a une image du monde qui est beaucoup plus réduite, et d'après les calculs, normalement c'est bon, il s'en va à la théorie du Big Bang jusqu'à maintenant, elle tient la route. Donc il y a de la lumière. Et très rapidement, on arrive à ce qui s'appelle la soupe de molécules élémentaires. Et bon, on arrive au monde tel qu'il est aujourd'hui. Attends, toi, hein, tu es sur l'épaule du bon Dieu, on a mis une petite estrade, avec toute ton équipe là, de nature, et sciences et vie et astéroïdes, et on regarde ce qui se passe et on prend des notes. Et avec nos chronos, là, on prend tac, 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 ah oui, la première minute, ce qui se passe, réduction de la température, on a déjà un truc, des molécules élémentaires, etc., etc. Après 24 heures, tu arrêtes les chronos, on rentre à la rédaction. Et on raconte tout ce qu'on a vu le premier jour. Voici les 24 premières heures de la création. Les scientifiques de la rédaction te disent « Mais t'es fou, ce que tu dis que ça durait 24 heures, nous on le voit dans le télescope, ça durait 1 milliard d'années. Ce que tu dis que ça durait 24 heures, ça durait en fait 1 milliard d'années. Qui a raison, nous ou eux? Les deux. Tout dépend où tu es. Quand tu es dans la navette spatiale, pour toi, 1000 ans, c'est 24 heures. Et c'est vraiment 24 heures. Pour ton frère jumeau qui est resté sur Terre, c'est 1000 ans. Nous, on est sur Terre, on regarde maintenant le Big Bang. Ce qui s'est passé un peu après, pendant 24 heures, ça a l'air d'être 1 milliard d'années. Mais si on était sur place, compte tenu des conditions physiques telles que centre de gravité, on a la matière entière qui est maintenant dans cette petite boule, une gravité terrible. La vitesse de diffusion, tout ça éclate à la vitesse de la lumière. Et or et flux lumière, à ce moment-là, ça éclate à la vitesse de la lumière, c'est clair.
que le temps que tu calcules à l'époque et le temps qu'on a aujourd'hui, il n'y a aucun rapport entre les deux. Aucun. Donc les deux sont vrais. Quand la Torah parle de 24 heures, c'est 24 heures. Il y a toutes sortes de théories, les gens disent c'était des ères d'un milliard d'années. Non, c'est 24 heures vraiment. Si nous on était là-bas, c'était 24 heures. À nos yeux, aujourd'hui, ces 24 heures ont l'air d'un milliard d'années. Et donc, tu as une réponse à ta question. Tout ce qu'on a maintenant de vestiges qui sont plus d'il y a 5778 ans, c'est si on prend d'après notre référentiel aujourd'hui. Mais si on prend le référentiel toraïque de Hachem qui est face à son monde, et si nous on était là-bas, alors on aurait le temps que dit Bereshit, que dit la Genèse. Maintenant, tout cela est valable jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la réalité commence à être la même que la nôtre. C'est quand? Ça a eu lieu le vendredi, à 14e heure de la journée, en commençant depuis le soir. C'est écrit que le mercredi, Hachem a planté les étoiles dans le ciel. Le système cosmique s'est mis en marche que le vendredi à la 14e heure. Ça veut dire environ 9 heures du matin. Si on compte depuis le soir. Là, le système cosmique commence à fonctionner comme aujourd'hui. Et là, donc, on arrive au même référentiel. C'est-à-dire la navette spatiale, elle atterrit sur Terre, elle arrive, hop, dès lors, le temps du jumeau est le même temps que l'autre jumeau. On vit dans le même référentiel. Auparavant, c'est deux référentiels différents. Donc, tu as une bonne partie de la création. Si on parle des animaux qui ont été créés le jeudi, l'être humain a été créé le vendredi, une partie en tout cas, il y a plusieurs heures pour sa création. Donc déjà, tu as une bonne partie de la réponse à ta question. Sinon, on me dira, mais on a quand même des vestiges d'êtres humains ou des choses pareilles. L'être humain, forcément, lui, il est créé le vendredi, mais on le voit être humain complet que plus tard durant la journée. Là, hein, on a une deuxième réponse, encore 2 minutes pour la donner. Mais je vous recommande à tous d'aller voir, il y a 4 cours, c'est passionnant, d'accord? C'est très très beau, je montre l'homo sapiens, l'homme de Néandertal, toutes les bêtises qu'on nous raconte aussi, avec des preuves de scientifiques, c'est vraiment très 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 intéressant, bien que c'est un cours que j'ai fait il y a 15 ans peut-être, d'accord? Par exemple, il n'y a aucune, je montre un des grands paléontologues, celui qui a découvert Lucie, on dit quel est l'ancêtre de l'homo sapiens, de l'être humain, il dit Néandertal. Et je montre 2-3 ans plus tard, c'était Svante Pääbo, d'accord, une Suédoise, tout ça, ils ont fait des analyses génétiques. Impossible qu'on soit, l'être humain soit un descendant de l'homme de Néandertal. Impossible. Il n'y a aucune trace, aucune preuve génétique aujourd'hui que nous descendions d'un homo du genre qu'ils ont tous les homo erectus, homo luci, homo tout ce que tu veux. D'accord, rien du tout. Rien. C'est tout du vent. Tout du vent. Il n'y a rien. Wallo. Mais on croit, parce que s'il n'y a pas ça, il y a Dieu. Puis Dieu, c'est super casse-pied. Alors, il y a encore dans l'histoire un moment où l'échelle du temps a complètement changé. C'est pendant le déluge. C'est marqué que pendant le déluge, à Mazalot lo shimshu. C'est de quoi à Mazalot? Tout le système cosmique n'a pas fonctionné. Ça s'est arrêté. Et tu vois qu'après, la Torah dit, dès lors, il y aura toujours hiver, été, printemps, automne, etc. Ça veut dire que durant tout le déluge, ça s'est arrêté. Comment ça se fait? Pour que le système cosmique s'est arrêté lui aussi. Si le système cosmique s'arrête, évidemment, on parle maintenant de nouveau de 2 référentiels temps différents. Ok? Baruch Adonai, l'olam amen.